Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 6 juin, une revue thématique dans laquelle je vous propose de revenir sur la conférence donnée hier au CEFC sur le campus de l'Academia Sinica par la chercheuse britannique Rachel Harris, professeure en ethnomusicologie à l'École des études orientales et africaines de Londres, ou SOAS, qui comprend d'ailleurs un centre d'études taïwanaises. Mais le travail de Rachel Harris couvre la région autonome ouïghour du Xinjiang ainsi que les régions voisines, les Ouïghours et la politique culturelle de la Chine depuis déjà plusieurs décennies. La chercheuse a présenté son travail sur l'économie politique des chants et de la danse dans une région du Xinjiang qui est de plus en plus contrôlée par les autorités chinoises, sachant que Harris a commencé à se rendre dans la région en 1991 et y a vécu pendant des périodes prolongées dans les années 90, effectuant notamment son doctorat à Urumqi, la capitale de la province. Elle explique que de 1991 à 2012, qui correspond à la dernière fois où elle a été autorisée à s'y rendre, la situation dans le Xinjiang avait beaucoup changé. Certains parlent des années 90 comme d'une sorte d'âge d'or pour les chercheurs travaillant sur la Chine. Mais pour travailler sur la culture ouïghour, c'était déjà compliqué. Déjà dans les années 90, il y avait de grandes campagnes anti-religieuses. Mais si l'on compare à aujourd'hui, il y avait tout de même beaucoup plus de liberté et l'on pouvait encore voir des rassemblements traditionnels incroyables, des grands festivals dans les sanctuaires, des saints dans le désert. Il y avait tellement de choses organisées, des activités qui avaient même été ranimées après la révolution culturelle. Mais les gens restaient tout de même inquiets car l'oppression était là. Beaucoup de choses restaient sensibles et ne pouvaient pas faire l'objet de discussions. Les années 90 étaient donc une période excitante, mais pas parfaite. Rachel Harris a raconté le souvenir de sa toute première étude de terrain dans le Xinjiang, une expérience qui témoigne de la difficulté déjà à l'époque de faire de la recherche dans la région. Je crois que la toute première fois que j'ai fait une étude de terrain dans la région, j'ai été arrêtée. Je faisais de la recherche sur une minorité, les Xibei ou Xibaozu, qui sont mandchous et qui vivent dans le Xinjiang, car ce sont les descendants de soldats de la dynastie des Qing qui ont marché jusqu'au Xinjiang et qui ne sont jamais repartis. Ce sont des gens incroyables qui parlent toujours le mandchou. J'y suis allée pour documenter leurs chansons traditionnelles et la police locale est venue pour m'arrêter en disant qu'il s'agissait d'un rassemblement religieux illégal, car certaines chansons parlaient de chamanisme. C'était en 1995. Donc dans la région du Xinjiang en particulier, les autorités n'aimaient pas que des étrangers se baladent librement sans un guide homologué. Il m'est aussi arrivé une ou deux fois de passer la nuit chez un ami et le lendemain matin ou même la nuit même, la police venait pour m'indiquer qu'il était interdit de dormir chez des habitants et que je devais aller à l'hôtel, car sinon je risquais de voir quelque chose de vrai, d'authentique. Faire de la recherche de terrain était donc fatigant, mais cela restait possible. Harris explique que la situation s'est réellement dégradée à la fin des années 2000, puis en 2017, lorsque les révélations de l'internement de masse au Xinjiang ont commencé à sortir. Mais 2009 a été une mauvaise année. Il y a eu des violences dans la région et la situation est devenue tendue. Beaucoup de gens ont été emprisonnés et la situation est devenue de pire en pire jusqu'en 2017, où j'ai commencé à recevoir des messages d'amis et d'étudiants parlant de personnes qui avaient été arrêtées ou avaient disparu. Et toute l'horreur de ce qui se passait réellement a petit à petit été révélée au grand jour au cours des 2 années qui ont suivi. Et puis, depuis lors, on voit que la région s'est transformée, depuis le Covid, en une sorte de paradis pour le tourisme, ce qui est vraiment étrange. Rachel Harris s'intéresse particulièrement à l'utilisation des chants et des danses ouïghours dans la promotion du tourisme au Xinjiang par les autorités chinoises et parle de schizophrénie en termes de récit, puisque s'opposent d'un côté la beauté de la danse des chants et les sourires des personnes qui donnent des représentations,
et de l'autre, l'internement de masse des Ouïghours et la répression de leur culture et de leur langue. Il semble très clair que le tourisme est utilisé comme la prochaine phase d'une campagne qui est passée précédemment par un mouvement de sécurisation puis d'incarcération de masse. Et maintenant, c'est le tourisme de masse. Et tous ces mouvements semblent se coordonner de manière très fluide. Personne dans la région ne parle d'identité nationale. Tout le monde promeut l'image du gouvernement, selon laquelle la population du Xinjiang est accueillante et sympathique envers les touristes, chante et danse pour eux. Le tourisme travaille donc d'une certaine manière pour le gouvernement, liant plus étroitement la région dans la sphère chinoise. De plus, les formes de tourisme culturel racontent toutes sortes d'histoires fausses sur l'histoire. Des histoires qui relèvent presque du fantastique, sur la manière dont la Chine et le Xinjiang ne sont qu'un depuis 2000 ans, en insistant par exemple sur l'histoire bouddhiste de la région et les liens avec la Chine, et sur les récits historiques, des romans comme Le Voyage en Occident, ou encore des histoires de généraux Han et de femmes ouïghours qui étaient mariées à des empereurs chinois. Ce genre d'histoire est très populaire maintenant, mais il ne parle bien sûr pas des 1000 dernières années de culture islamique dans la région, qui semblent, elles, avoir disparu du récit. La chercheuse expliquait également lors de la conférence que la musique jouait un rôle important dans la discipline des corps et que le regard des touristes sur les chanteurs et les danseurs ouïghours contribuait à remodeler la culture et l'histoire de ce groupe ethnique dont les membres sont en quelque forme transformés en objets de consommation pour les visiteurs venus des autres régions de la Chine, qui ne voient donc que ce que les autorités chinoises veulent bien leur faire voir, c'est-à-dire une vision idéalisée d'une prétendue harmonie entre les ethnies et les cultures de Chine et celle d'un peuple ouïghour heureux, épanoui et plein de gratitude pour le Parti communiste chinois et sa supervision. Il me semble vraiment que ces personnes deviennent des objets de consommation. Ils incarnent le message du gouvernement et fournissent, à travers leur travail de danseurs, de chanteurs, de production de nourriture, une expérience qui cible les touristes chinois Han. Et je m'intéresse en particulier à la musique et à la danse, et notamment à ces jeunes femmes dont le travail de chanter et de danser pour ces touristes qui sont assez vulnérables dans cette industrie, car elles sont sexualisées. Elles donnent des représentations pour les touristes et se retrouvent souvent seules parmi un grand groupe de touristes, où elles doivent danser avec eux et où il y a donc non seulement un risque d'objectification, mais aussi un vrai potentiel d'exploitation sexuelle. Rachel Harris se qualifie avec humour d'ethnographe frustré et affirme faire de l'ethnographie numérique en épluchant les documents officiels, mais aussi les vidéos filmées par les touristes qui circulent sur les réseaux sociaux, ainsi que les discussions qu'elle suscite chez les internautes. Des moyens nécessaires pour contourner l'interdiction de se rendre en Chine, même si la chercheuse est aussi engagée dans différentes activités de militantisme pour les droits des Ouïghours, et notamment au sein de la communauté des Ouïghours en exil. Pour quelqu'un qui a travaillé dans la région pendant si longtemps, je crois que c'est important de ne pas tourner le dos à ce domaine de recherche, même si j'ai la liberté de le faire. Mais je ne veux pas le faire, car je crois que j'ai l'obligation de continuer à raconter des histoires différentes sur la région et d'apporter du contraste à ce qu'on entend sur le Xinjiang. J'ai aussi passé beaucoup de temps au Kirghizistan, au Kazakhstan et en Turquie pour travailler avec la communauté des Ouïghours en exil, pour tenter de soutenir certaines initiatives visant à préserver leur culture et leur langue en dehors du Xinjiang. Et je crois que cela est très important. Je me sens aussi chez moi lorsque je suis avec eux, car je travaille avec des Ouïghours depuis plusieurs décennies maintenant. Donc, où qu'ils sont, je veux être avec eux. Je pense qu'il est important pour les universitaires de s'engager dans le monde réel. Je ne crois pas que les chercheurs doivent vivre cachés dans un coin et faire de la recherche poussiéreuse qui n'intéresse personne. C'est pourquoi je crois qu'il est important de parler avec les médias et faire entendre sa voix sur les injustices que nous percevons et les sujets qui nous semblent mériter davantage d'attention. C'est pourquoi je pense qu'il était important que mes collègues et moi nous fassions du bruit en 2018 et que nous parlions aux médias. La chercheuse participe notamment à une initiative qui vise à raviver la culture et la langue des Ouïghours à travers les Meshrep, qui sont des rassemblements qui mêlent différentes traditions et arts ouïghours. Nous avons eu un projet au Kazakhstan qui consiste à travailler avec plusieurs groupes de Ouïghours de la diaspora, qui vise à préserver leur langue et leur culture à travers des rassemblements que l'on appelle Meshrep. Le financement s'est arrêté en 2021, mais nous continuons à travailler sur le projet, qui a commencé après que la Chine ait soumis le concept de Meshrep à l'UNESCO pour le faire entrer sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité.
J'ai trouvé très énervant qu'il y ait tout d'un coup autant de meshreps organisés et que ces rassemblements soient transformés en spectacles de chant et de danse, alors qu'en réalité, au sein des communautés, ces rassemblements n'étaient pas autorisés. Je me suis donc dit qu'il devait y avoir une meilleure façon de préserver la langue et la culture ouïghour, une façon différente d'approche de l'UNESCO. Notre projet, qui a été financé au Kazakhstan, vise donc vraiment à travailler avec les communautés locales pour, à travers les meshreps, préserver la langue et la culture. Ça a été un peu difficile avec le Covid, car il s'agissait de se rassembler et de boire, manger, chanter et danser ensemble. Mais cette culture est en train de renaître doucement. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.